Bonjour à tous. On se trouve aujourd'hui par visio avec Thierry Curti, qui est à mes yeux le meilleur spécialiste en France de la dépollution. Nous avons la chance d'être tous deux coprésidents du courant constructif, donc nous portons cette thématique dans la société française de la dépollution. J'ai fait il y a quelques semaines une conférence introductive que vous pouvez aller voir sur la dépollution pour, disons, avoir les notions de base. Et aujourd'hui, avec mon ami Thierry, j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur dans le détail et qu'on se confronte également à un certain nombre d'objections qui reviennent tout le temps. Voilà, donc j'ai repéré une dizaine d'objections qu'on va aujourd'hui traiter pour que vous puissiez comprendre en quoi la dépollution, c'est quelque chose de pertinent par rapport à l'enjeu écologique. Voilà, donc Thierry Curti, c'est pas seulement un des spécialistes de la dépollution, c'est un de ceux qui a contribué à forger le concept même de dépollution. D'ailleurs, Thierry, tu pourras peut-être nous expliquer comment ce concept a mûri tout au long de ton parcours et de ta réflexion et de tes recherches en prospective. Pour vous situer un petit peu, moi, personnellement, la dépollution, enfin, l'idée même qu'on puisse inverser le changement climatique via les technologies de dépollution, j'ai découvert ça en 2018 avec un article de Graciela Cicciolini. À l'époque, il y avait une grande invasion d'informations collapsologistes et on était vraiment sous ce rouleau compresseur de l'effondrisme français et je cherchais des solutions par rapport à cette impasse qu'on nous montrait. Et je suis tombé sur ces articles de Graciela Cicciolini. Et quelques temps plus tard, j'ai vu qu'il y avait une personne en France qui portait ce discours-là. Il n'y avait pas qu'aux États-Unis quelques personnes comme Jennifer Wilcox ou Graciela Cicciolini. Il y avait aussi un Français, et c'était Thierry Curti. Thierry Curti qui, lui, avait découvert cette possibilité bien avant moi, peut-être 10 ans avant, quelque chose comme ça, tu me confirmeras. Quand est-ce que tu as commencé à réfléchir à cette possibilité qu'est la dépollution, Thierry? Comment ça s'est construit dans ton esprit, tout ça? Bonjour Benjamin, merci de te donner la peine d'organiser cette interview pour me donner la parole. En fait, j'ai commencé très tôt à m'interroger sur la chose. Et très tôt, c'est vraiment très tôt. Parce que quand j'étais jeune, quand je dis jeune, je n'avais pas l'âge du permis de conduire, donc il y a 35 ans, il était sorti une étude, une analyse d'un professeur du laboratoire du cantonal de Neuchâtel qui expliquait que le réchauffement climatique, donc on était en 84, hein, c'était trop tard. On ne pouvait rien faire parce que pour des raisons chimiques, on avait dépassé un seuil qui faisait que le taux de CO2 allait monter tout seul. Donc même si on arrêtait d'émettre du CO2, il monterait tout seul. Alors, depuis, il s'est avéré qu'il avait tort, mais moi, je m'en suis ouvert à quelqu'un, un de mes amis, qui me dit, mais non, c'est pas trop tard. Il se trompe parce qu'il comprend pas tout. Et ça m'a déclenché quelque chose qui a fait que j'ai commencé à réfléchir. Puis, dans les années 90, on a commencé à voir sortir des études qui parlaient de nouveaux processus naturels. Tiens, tel truc absorbe plus de CO2 que ce qu'on pensait. Tiens, il y a tel truc, ça dégrade le CO2 dans l'atmosphère. Tiens, puis je me suis dit, tiens, voilà, effectivement, je me suis souvenu de ça, de ce qu'il m'avait dit. Et effectivement, il y a des tas de processus qu'on ne maîtrise pas. Alors, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et puis, j'étais tombé sur une étude d'Exxon. Donc, à l'époque, Graciela Cicciolini n'avait pas encore fondé Global Thermostat, mais Exxon, depuis 1974, capte massivement le CO2 mais c'est dans le but de faire du lobbyisme, hein, c'est pas par écologisme, hein, c'est parce que c'est un gros pétrolier et qui veulent pouvoir se vanter de capturer tant de tonnes de CO2. Mais donc, c'était très avancé. Et là, je me suis dit, ah, mais donc, on peut le capturer, le CO2.
Donc ça se fait, c'est possible. Alors évidemment, ce n'est pas très performant leur technologie. Donc j'ai compris très tôt qu'en fait, effectivement, il y avait des possibilités humaines, que la créativité humaine allait ouvrir la porte à des possibilités. Et puis les choses se sont accélérées après l'an 2000, où là j'ai commencé à voir des solutions émerger. Donc je suis tombé un jour sur un article de quelqu'un qui proposait, qui avait accidentellement généré des bactéries, c'était en France, des bactéries capables de transformer le CO2 en méthanol, donc en carburant, littéralement. C'est-à-dire, et c'est bien parce que ça consomme, pour ainsi dire, pas d'énergie. Il faut juste un labo pour élever les bactéries. Elles se nourrissent de CO2 et puis elles produisent du méthanol qu'ensuite on transforme en carburant ou on adapte les moteurs pour les faire tourner au méthanol. Donc je me suis dit, ah oui, donc il y a vraiment des possibilités. Je disais, le CO2, c'est le pétrole du 21e siècle. Autant dire qu'en 2011, quand je disais ça, mais je recevais des messages d'insultes et même des menaces de mort. C'est parce que pour les gens, ça veut dire que j'étais le taré qui menaçait l'avenir de leurs enfants. Quoi, hein. C'est ça, vas-y, continue à polluer, ravage la planète. Et donc, non, 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 non. Le CO2, c'est le pétrole du 21e siècle. Ça ne signifie absolument pas qu'il faut continuer à en balancer autant qu'on en veut dans l'atmosphère, évidemment. Mais ça veut dire qu'on peut le retirer. Et puis, en 2012, Carbon Engineering a créé son usine pilote qui avait pour rôle de créer un audit pour vérifier la faisabilité, la plausibilité de la chose. Et donc, j'ai continué à propager cette idée de dépollution par le CO2 en marge aussi d'autres dépollutions, hein. Le plastique, le traitement des eaux, c'est pour tout un tas de choses. Mais c'est le CO2 qui est vraiment notre problème crucial aujourd'hui. On nous dit oui, le méthane, il est 25 fois plus réchauffant, mais ce n'est pas important parce que le méthane n'a pas une espérance de vie longue dans l'atmosphère et 77% du réchauffement anthropique avec A, donc du réchauffement humain, c'est le carbone. Donc, ce qui est important, c'est de résoudre le CO2. C'est pour ça que tout le monde parle de CO2. Si on retire le CO2, on résout les trois quarts du réchauffement climatique, autant dire qu'on l'inverse. Donc, il faut parler de carbone. On peut retirer le méthane comme on retire le carbone dans l'atmosphère, mais il est tellement plus rare, il y a tellement peu de molécules dans l'atmosphère que ça coûterait beaucoup trop cher, ça ne sert à rien, c'est utopique, alors qu'il ne représente que 17 ou 18% du réchauffement. Alors que le carbone, lui, représente 77%. Donc c'est sur lui, évidemment, c'est à lui qu'il faut s'attaquer frontalement. Et donc, à partir de là, Carbon Engineering a fait ses audits. Moi, j'ai continué à propager les choses. Il y a eu Global Thermostat, il y a eu tout un tas d'expériences. Il y a eu Climeworks qui s'est développé. Il est apparu, il y a eu le plan carbone de l'Europe, et les gens ne le savaient pas. Et moi, je le disais, les gens ne le savaient pas. Je disais, mais si, voilà, l'Europe, ils viennent de mettre 200 millions dans quelque chose qui n'existe pas. Juste un projet pour retirer le carbone. Donc, ça veut dire pour des expériences de labo. C'est une somme colossale quand même. Donc, l'Europe a fait des choses. Et donc, moi, j'ai montré ça, j'ai mis en avant cette possibilité. Et puis, donc, on est passé de l'idée que ça y est, on était foutu, il y a trop de CO2, à on ne pourra pas résoudre le carbone, jusqu'à finalement si on peut capturer le carbone, mais c'est trop cher. Maintenant, on en est si c'est possible, mais alors il n'y a encore pas l'idée de valorisation du carbone. Oui, voilà. Pendant un bon moment, il y a eu cette idée, bon, on sait le faire, maintenant on va le stocker sous le sol. Et toi, tu as été l'un de ceux qui, parmi les premiers, a dit, non, non, il faut surtout pas gâcher cette ressource qu'est le CO2 en la stockant sous terre, elle a une utilité. Et ça, c'est la première fois que j'ai entendu ça, c'était avec toi. Et donc, tu as compris la connexion entre capture et valorisation de ce CO2. On approche de la pleine acceptation de la possibilité de le capter. Là maintenant, on en parle régulièrement, les gens commencent à accepter l'idée, oui, on peut le capter.
Alors, on en est encore à Climeworks qui capte le carbone. Donc, il faut 2,5 mégawatts par tonne. C'est délirant. On en est encore là. Tout n'a pas encore été compris. On n'a pas compris encore toutes les technologies qui existent. Mais on en est là. Oui, on peut le capturer. Mais comment le stocker? Voilà. Ah, ça, c'est le problème. Le stockage en lui-même, il ne faut pas l'envisager de le mettre sous terre, justement. Parce que ça coûte très cher et ça ne sert à rien. C'est absurde. Parce qu'on n'a pas franchi l'étape ultime qui consiste à accepter l'idée que la capture du CO2 ne vient pas s'ajouter au pétrole. Elle ne s'ajoute pas à l'industrie pétrolière, elle la remplace. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on envisage la capture du carbone comme une nouvelle industrie qu'on va déployer dans le but d'enlever du carbone. Puis donc, à côté de ça, on a l'industrie pétrolière. Alors que non, on va arrêter l'industrie pétrolière et passer à l'industrie du carbone. On va changer d'industrie. Comme on a eu au XXe siècle l'industrie reposant sur le pétrole, on aura au XXIe siècle l'industrie reposant sur le carbone. On change carrément de paysage. Et ça, ce n'est pas encore accepté. C'est l'étape suivante. Mais on va y arriver. C'est-à-dire que là, maintenant, on est en train d'accepter l'idée qu'on peut le capter. On commence à entrevoir les premiers qui reconnaissent qu'on peut le valoriser. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit aux gens qu'en fait, c'est une matière première très précieuse, c'est quelque chose qui a de la valeur. De l'enterrer, c'est du gaspillage. C'est comme d'extraire du pétrole pour y foutre le feu. Laisse-le sous le sous-sol si tu veux, si c'est pour le brûler. Non, on utilise le pétrole. Mais c'est la même chose. Le CO2, on va l'extraire, donc on va l'utiliser. Et avec ce pétrole, on peut faire tout ce qu'on faisait avec ce pétrole, avec ce CO2, pardon, on peut faire tout ce qu'on faisait avec le pétrole en plus écologique, en plus propre, en meilleure qualité. On peut même dire, dans certains cas, moins cher. Mais en plus, bien plus, parce qu'on va même en faire de l'alimentaire. On peut en créer on peut en faire de la protéine animale synthétique. On peut en faire de la protéine alimentaire similaire à la protéine végétale, qui peut aller dans la nourriture en poudre, qui peut résoudre la faim dans le monde. Je veux dire. Donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences systémiques qui sont derrière, qui sont extrêmement vastes, qui vont faire qu'on va réduire la contrainte de nourrir l'humanité qui repose aujourd'hui exclusivement sur l'agriculture. Donc, on aura la possibilité d'avoir moins d'agriculture, une agriculture moins stressée, qui occupe moins de surface, qui sera débarrassée de l'élevage industriel. On mangera certainement encore de la viande quelque temps, mais on n'aura plus besoin de viande de mauvaise qualité, de masse, parce qu'elle aura été produite par synthèse. Donc on aura une nouvelle nourriture, une nouvelle alimentation qui sera au niveau de la protéine animale de meilleure qualité, puisque la viande synthétique n'a pas été contaminée. Si on veut de la bonne viande savoureuse, on mangera de la vraie viande d'animal, moins souvent, mais elle sera meilleure. Et les produits agricoles seront de meilleure qualité, puisque cette agriculture étant moins stressée, elle pourra moins produire en se donnant la peine de produire. Et donc, ça fait qu'il y a toutes ces conséquences systémiques qui vont se répercuter en chaîne. Et donc, ça fait que le fait même de capturer le carbone va réduire les émissions de carbone. Puisque si on soulage l'agriculture, elle n'a plus besoin d'énormes machines pour aller faire d'énormes traitements, pour défoncer les sols qui les érodent, etc. On va avoir des nouvelles méthodes agricoles qui sont plus soft, avec des tracteurs électriques, avec des petites machines électriques, des petits robots électriques. Donc, on aura moins de prégnance sur les sols, on va avoir moins d'émissions de carbone. Effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as une pensée systémique. Donc, tu ne penses pas en termes technosolutionnistes la dépollution, mais plutôt en termes de systémique. Et c'est là toute la différence vis-à-vis des technosolutionnistes qui, eux, cherchent une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une systémique qui permet de résoudre le problème dans son ensemble. Donc la dépollution comprend un certain nombre de technologies, mais déjà, ces technologies sont plurielles. Et c'est aussi l'un des apports de ta réflexion de montrer que la dépollution, ça n'est pas seulement le directeur capture. Il y a une multiplicité de formes de dépollution. Donc, est-ce que tu peux un petit peu aborder ce point
du caractère protéiforme de cette dépollution. Oui, alors il faut comprendre que capturer le carbone n'est pas la solution. C'est une solution, c'est un moyen de participer, qui participe à la solution. Ça ne sert à rien de capturer le carbone si on ne réduit pas nos émissions de carbone. Il ne faut pas imaginer que ces technologies de capture du carbone, quelles qu'elles soient, par biolyse, catalyse, capture direct air capture, donc la capture directe par des gros ventilateurs qui font passer l'air au travers de filtres où ça va se coller sur des solvants, enfin voilà, c'est pas la peine. On va pouvoir capter des gigatonnes de carbone, tout comme on produit des gigatonnes de pétrole. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ça paraît délirant. Mais dans 20 ans, il y aura des milliers et des milliers d'usines de partout sur le monde. Là, on a les Chinois qui créent la première usine à 1 million de tonnes, tu en parlais dans ta conférence. On a Orca avec 4000 tonnes par an, qui est juste un projet pilote pour montrer la plausibilité de la chose. On a Carbon Engineering qui envisage une usine à 1 million, ils sont en train de la construire. Alors, c'est rien du tout. Mais dans 20 ans, on en aura des milliers, un peu partout sur la planète. Parce que ça, c'est une autre caractéristique du carbone, c'est que c'est une industrie de paix. Contrairement au pétrole, qui fait que les pays qui ont du pétrole sont riches et puissants, puis ils écrasent leurs adversaires, et nous, on les protège parce qu'on a besoin de s'approvisionner. Le carbone, pour des raisons physiques, on ne peut que le capturer partout. On ne peut pas avoir des méga usines qui vont capturer des gigas et des gigatonnes. On est obligé d'avoir des unités qui ont une puissance limitée. Alors, je ne sais pas combien, mais je pense, à vue de nez, qu'à 1 million de tonnes par an, je pense qu'on est peut-être même déjà au-delà du maximum qu'il est possible de capter. Ça veut dire que si on crée une usine pour capturer 4 millions de tonnes, par exemple, l'effort nécessaire pour avoir ces 4 millions de tonnes est négatif. À 4 000 tonnes par an, c'est facile de capturer. À 200 000 tonnes, il n'y a pas de problème. À 1 million de tonnes, ça commence à être difficile de capturer. Puis il faut de plus en plus d'énergie pour en capturer de moins en moins, exponentiellement. Donc, on doit avoir des unités petites et nombreuses. Il vaudrait mieux avoir 150 000 usines qui capturent, je ne sais pas moi, 100 000 tonnes par an. Voilà. La valorisation également, elle est protéiforme. Dans la recherche en prospective que tu fais depuis plus de 10 ans maintenant, tu as montré qu'il y a une quantité phénoménale de possibilités pour transformer ce CO2 de manière utile. Ah, mais alors, on en fait du carburant neutre sous diverses formes. Hein. On en fait du diesel, du kérosène, du méthanol, de l'éthanol. Donc, on en fait du carburant qui remplace le pétrole et qui n'ajoute rien. Donc, on va pouvoir remplacer toute l'essence par des carburants neutres. Complètement. On va pouvoir faire voler les avions de manière totalement neutre tant que les technologies de remplacement des moteurs et tant que le parc de véhicules n'a pas été remplacé. Là, on remplace les voitures thermiques par des électriques, mais on est très loin de les avoir remplacées. Si on développe, si on fait l'effort financier de déployer des usines de capture, on va pouvoir créer du carburant qui va permettre de remplacer le pétrole. Donc, ça veut dire qu'on va à la pompe, on fait notre plein, la même chose, mais on ne pollue pas. Alors, il ne faut peut-être pas le faire trop tôt parce que si on le faisait tout de suite, les gens n'achèteraient plus d'électrique. Pourquoi acheter de l'électrique puisque le thermique ne pollue pas? Il est difficile de faire comprendre aux gens que l'électrique, non, ça ne pollue pas plus que la thermique. Puis il est difficile de leur faire comprendre qu'en fait, elle est beaucoup plus performante. On voit aujourd'hui avec la hausse de l'électricité, les gens qui disent ah, l'arnaque avec l'électricité qui augmente. Oui, mais ça coûte quand même 6 fois moins cher de faire le plein, même avec l'électricité qui augmente. Et ça, donc, ça passe pas dans les esprits. Si en plus, le fait de faire son plein, c'était propre, alors du coup, on ne pourrait plus remplacer les véhicules. Donc, ça veut dire qu'on a une période charnière où il faut quand même déployer certaines choses au fur et à mesure pour qu'elles soient acceptées. C'est triste, mais on doit polluer pour que ça passe. Faut que les gens ils aient un sentiment de culpabilité quand ils font le plein de leur voiture. Voilà, c'est triste, hein, mais bon, alors la prochaine, je m'achète une électrique. Voilà, il faut que cette idée passe, parce qu'en réalité, de produire du carburant neutre, eh bien, c'est une énorme quantité d'énergie qui est absorbée pour produire autre chose que ce qu'on pourrait faire avec ce carbone.
parce que tout le carbone qui servira à faire le carburant, toute l'énergie qui sera utilisée pour faire le carburant de substitution, c'est l'énergie qui n'est pas utilisée pour faire des objets du quotidien. Or, avec le carbone, on peut tout faire. On va en faire de la fibre de carbone qui va remplacer 60-70% de l'acier et de l'aluminium. On va en faire des carlingues, des coques de bateaux, des carrosseries de voitures, et ça va les alléger, ça va alléger les véhicules, qui en plus pourront stocker de l'énergie dans leur structure, et donc avoir moins de batterie, donc être encore plus léger, donc être d'autant plus performant. Ça fait que si aujourd'hui, quand on dit un avion transatlantique, il aurait besoin de gna tonnes de batterie, si les batteries ont 6 fois plus de densité d'énergie, et puis que 40% de l'énergie est stockée dans la carlingue, ça change la donne. On n'a plus besoin de gna tonnes de batterie, et l'avion, on peut commencer à envisager d'avoir un avion qui traverse l'Atlantique. Donc ça change la donne considérablement. Et la fibre de carbone a ceci de particulier qu'elle est extrêmement résistante à tout, au choc, elle ne s'oxyde pas, elle est facile à travailler, facile à réparer. Et donc, on va pouvoir en construire des véhicules. Aujourd'hui, la fibre de carbone coûte très cher parce qu'elle vient du pétrole. La fibre de carbone à base de CO2 sera issue d'une industrie qui va se déployer à une échelle qui n'a jamais été atteinte aujourd'hui par la fibre de carbone. Et donc, ça ne coûtera plus rien. L'acier pur, l'acier propre, en 1810, il coûtait une fortune. Hein, ça coûtait extrêmement cher d'avoir de l'acier de bonne qualité. Hein. L'industrie qui se déployait à l'époque, c'était ça, c'était l'acier. C'est pour ça qu'on a eu tout au long du 19e siècle l'industrie des machines. Parce que derrière ces machines, il y avait l'acier. Et l'acier, ça commençait à apparaître. On avait l'acier Bessemer, l'acier Meyer. C'est des ingénieurs qui ont inventé des nouveaux aciers qui valaient des fortunes. Et il a fallu que l'industrie se déploie à une échelle pour qu'aujourd'hui l'acier soit un matériau, vil. L'acier, ça coûte rien aujourd'hui. Hein. On peut l'acheter partout, il y en a partout. On récupère la ferraille, ça vaut rien à la tonne. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et la fibre de carbone va suivre la même chose. On va avoir une énorme industrie qui va transformer le carbone en fibre de carbone. Mais donc, pour avoir cette industrie, il va falloir se passer du carburant. On va être obligé de créer du carburant pour pouvoir se passer du pétrole, mais on va devoir remplacer les véhicules ou remplacer leur moteur pour pouvoir se passer du carburant pour pouvoir utiliser ce carbone pour faire d'autres choses. Et avec ce carbone, donc, on va tout pouvoir faire. On va pouvoir créer de la nourriture, de la protéine alimentaire. On va pouvoir fabriquer du plastique d'excellente qualité, recyclable à l'infini, grâce aux nouvelles technologies comme Carbios, qui permet de le dépolymériser quand on a fini. Au lieu de simplement le fondre et en faire autre chose, on le dépolymérise, on récupère les matériaux de base et on refait d'autres choses avec, ou on refait du plastique. Donc, voilà, on arrive dans un schéma circulaire intégral. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez colossal. Il n'y a pas de réelle limite à l'utilisation du carbone. En le carbonatant, on peut utiliser ce carbonate pour remplacer le calcaire qui sert à faire du ciment. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une industrie du ciment qui est extrêmement émettrice, qui est profondément émettrice. Alors, on sait faire du ciment moins émetteur, mais on peut faire du ciment qui est négatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du calcaire et puis de l'énergie, etc., qui produisent des quantités de CO2, eh bien, on peut faire du ciment à basse température, chauffé à l'hydrogène issu d'énergie renouvelable, et le calcaire de base est remplacé par le carbonate, et donc ça fait que les sacs de ciment deviennent des puits de carbone. Quand on construit un mur, on capture du carbone, on le met dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Et ça ne change rien du point de vue prix ou quoi que ce soit. De toute façon, le calcaire, il faut bien l'extraire quelque part. Je veux dire, le calcaire du ciment, on l'extrait de carrière. Il faut des énormes machines, il y a tout un processus industriel, ça a un coût. Et bien là, on remplace ce processus industriel par le processus industriel de capture du carbone que l'on carbonate. Et à noter qu'on peut carbonater le pétrole, le CO2, pardon. Moi, je suis déjà dans les deux là. Mais on peut carbonater le CO2 par des moyens chimiques, donc qui ne nécessitent pas particulièrement d'énergie. Par exemple, il y a un concept
qui consiste à étendre de l'olivine broyée, du sable d'olivine sur les plages du monde, de sorte que l'olivine va absorber le CO2 et se carbonater pour le résorber. Ce carbonate, au lieu de le laisser aller dans l'océan, on peut en récupérer une partie. Une partie ira désacidifier les océans, une autre partie, on peut le récupérer pour en faire du ciment, par exemple. Et ça ne consomme pas d'énergie, sauf pour broyer et puis étendre l'olivine, je veux dire. Mais voilà, il y a des processus chimiques qui sont possibles et qui sont développés. J'ai vu que toi, tu avais trouvé un lien extraordinaire d'une entreprise qui capturait le carbone en produisant de l'hydrogène. Et ça montre à quel point il y a des ouvertures qui sont possibles. Donc l'entreprise crée de l'hydrogène en capturant le carbone, et cet hydrogène va pouvoir servir à chauffer le ciment. Le CO2 va pouvoir être carbonaté et il servira à faire ce ciment. On est vraiment dans un schéma circulaire complet. Et ça, c'est des possibilités qui existent et qui se font. J'insiste bien là-dessus. On ne parle pas d'utopie, de concept de laboratoire. Non, non, on parle de milliers de startups, d'entreprises qui fonctionnent déjà. Climeworks fonctionne parfaitement. Donc, c'est toutes ces possibilités qui existent, mais elles impliquent l'idée que l'industrie du carbone remplace celle du pétrole, avec tous les avantages que ça représente. Parce qu'il faut arrêter de penser que le pétrole nous est indispensable. Ce n'est pas vrai. Il ne sert que parce que l'on s'en sert. Puisqu'au début, on avait besoin de sources d'énergie, et donc il était question soit de l'électrique, mais les technologies de batterie n'étaient pas trop au point, soit de pétrole. Le lobby pétrolier a gagné, on est parti sur le pétrole. Bon. Mais au fil du XXe siècle, on aurait pu s'en passer. Seulement, pourquoi s'en passer? Puisque ça marche. Justement, il a cette grosse densité d'énergie, et donc ça marche très bien, donc on le fait. Seulement, il s'est avéré qu'au fil du temps, il est devenu de plus en plus rare, donc de plus en plus difficile à extraire. Donc la quantité d'énergie nécessaire pour avoir ce carburant a augmenté continuellement. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de la chaîne, le pétrole a un rendement de moins de 15%. Moins de 15%. C'est-à-dire qu'on met dans notre réservoir le résidu de ce qui a été extrait et qui a réussi à passer toute la chaîne. Mais on consomme des quantités astronomiques d'énergie pour l'extraire, parce qu'il faut faire des forages maintenant qui descendent à des milliers de mètres, puis qui ensuite forent horizontalement, puis après on doit injecter de la pression, du gaz sous pression ou de l'eau pour fracturer la roche, pour sortir des gouttes de pétrole. Ça coûte très très cher, puis après on dépense des masses colossales d'énergie pour le transporter via des supertankers, des pompes énormes, des pipelines sur des milliers de kilomètres. Puis après on dépense des masses colossales d'énergie pour le raffiner. Et après, on va le distribuer dans des stations-service où il y a des queues qui font 300 mètres de long tous les jours aux heures de pointe, avec des néons, des machins, tout ça, ça consomme une énergie folle. Et ça fait qu'en réalité, le pétrole n'est pas une source d'énergie. Pas vraiment. Il en produit un peu, il est un peu bénéficiaire, mais pas de beaucoup. Hein. Le fait de se passer de pétrole va libérer de l'énergie qu'on va pouvoir réattribuer à d'autres choses. Et ça va en libérer des quantités phénoménales. Hein. Des quantités phénoménales. On va supprimer les tankers, on va supprimer les marées pétrolières. Une marée pétrolière, de la nettoyer, c'est des gigawatts, hein, je veux dire. C'est vraiment du boulot hein, de traiter la marée pétrolière. Il y a non seulement le nettoyage de la plage en lui-même, qui déjà en soi nécessite des produits chimiques, nécessite des karchers, du traitement de l'eau et tout le Bataclan, mais après on se retrouve avec le produit qui a été nettoyé de la plage et qu'il faut traiter. Ça prend des années dans des usines spéciales. Donc, je veux dire, on consomme des quantités d'énergie. Chaque marée pétrolière, c'est des gigawatts qui sont partis juste pour nettoyer. Il faut prendre en compte également la consommation énergétique militaire liée aux guerres du pétrole. Complètement. Et ça n'est pas quantifiable, mais c'est quand même quelque chose d'important. Pour avoir ce pétrole à disposition, il y a toute une géopolitique mondiale qui est hautement consommatrice d'énergie, hein, puisque tous ces appareils militaires, évidemment, il faut aussi on fait des manigances, on organise des rébellions, on implante des bases, on organise des politiques locales
pour pouvoir implanter, pour pouvoir déplacer notre armée là, sous prétexte d'aider face à je sais quel envahisseur ou rebelle ou je sais pas quoi, pour soi-disant amener la paix, puis en réalité, c'est pour occuper le terrain juste dans le but de protéger nos intérêts pétroliers. Et ça, c'est des quantités énormes, colossales d'énergie, colossales. Je veux dire, les États-Unis qui déplacent toute leur flotte, là, il y a 3 porte-avions qui se déplacent avec je ne sais pas combien de contre-torpilleurs, des corvettes, des matchs. Mais il y a des hélicoptères qui survolent tout ça, il y a des sous-marins qui suivent, mais c'est incroyable. Et ça, c'est juste pour assurer nos intérêts. C'est hallucinant, je veux dire. C'est quelque chose de colossal. Hein. Et donc, cette énergie, elle va être disponible pour d'autres choses. On ne se rend pas compte de la consommation d'énergie de l'industrie pétrolière, non seulement parce qu'il y a celle que l'on consomme directement, c'est celle qui est quantifiable, c'est-à-dire l'énergie consommée par un moteur qui fait fonctionner la bascule d'un puits, et puis l'énergie qui est consommée par les raffineries. En France, on le sait, les raffineries consomment 47 TWh par an. C'est-à-dire qu'elles consomment elles seules, ça fait du 8% de la production électrique totale. En France, je le redis, 8% de la production électrique ne sert qu'à alimenter les raffineries. Puis après, on ajoute à ça 4% qui va servir à alimenter les stations-service, c'est-à-dire le fonctionnement des pompes, le trafic des paiements, tout ça. Donc, ça veut dire que 12% de l'énergie en France, de l'électricité, juste de la production électrique en France, ne sert qu'au pétrole pour la production et distribution du carburant. Donc tout ça, c'est de l'énergie qui pourra être récupérée ou non dépensée, on va dire, On dépense. quand on donnera le pétrole. Et à l'inverse, la nouvelle industrie de l'énergie à base de CO2, elle, elle représente une géopolitique mondiale qui est complètement différente, puisque la grande différence, et là j'avais une citation dans ma conférence de Steve Oldham qui allait dans ce sens, Steve Oldham qui est le PDG de Carbon Engineering, il disait mais c'est une géopolitique complètement différente, puisque tout le monde va pouvoir capturer depuis son propre pays ce CO2 et le transformer. On n'aura pas besoin d'aller envahir des pays, monopoliser les structures de pays. On pourra le faire depuis son propre pays. Donc c'est finalement une géopolitique beaucoup plus pacifiste, en fait, on pourrait dire. C'est une industrie de paix, complètement pacifiée, parce qu'on est obligé de capturer le carbone de partout, et parce que du coup, chaque pays pourra investir par des investissements privés. Hein. Mais Carbon Engineering, pour se développer, ils ne peuvent pas se développer qu'au Canada. Ils vont être obligés d'aller demander en Colombie, voilà, on vient investir, on veut créer une usine chez vous. Ils vont être obligés d'aller au Niger, au Nigeria, je veux dire, ils n'auront pas le choix. Pour grandir, c'est la condition sine qua non. Ils ne peuvent pas agrandir leurs usines. Pour augmenter leur production, ils doivent construire des usines et ils ne peuvent que les dispatcher. On peut imaginer des affréteurs qui vont construire des navires, par exemple. Parce que ça serait dommage d'avoir toute la surface de l'océan où il n'y ait pas une usine au milieu capable de capturer le carbone. Et il n'y a pas de taille dans la capture du carbone. Une petite île peut avoir des petites unités de carbone. Une petite île qui a une usine comme Orca, dont tu parlais dans ta conférence, créée par Climeworks, une petite île de 500 habitants qui a une unité comme Orca qui occupe une surface de, je ne sais pas, 600 mètres carrés, quelque chose comme ça, c'est une toute petite unité. Et ils récupèrent 4000 tonnes de carbone par an. 4000 tonnes qui sont vendables, qui ont une valeur. Ça crée une activité sur l'île. Alors ça va, c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire. Je veux dire, on n'a jamais connu ça. À l'époque, je veux dire, même si tu avais du charbon sur l'île, tu avais intérêt d'en avoir beaucoup. Parce que ça ne sert à rien d'embarquer ton charbon sur 3 sacs puis d'aller les amener par bateau jusqu'à la côte. Il faut aller amener des gigatonnes. Là, c'est plus nécessaire. On extrait des petites quantités et c'est tout à fait rentable. L'industrie du carbone et la taille de l'industrie, des installations industrielles est proportionnelle à ce qu'elle extrait. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec le pétrole. Avec le pétrole, quel que soit le puits, il faut d'abord un derrick pour pouvoir forer, hein, il faut une tour de forage. Ensuite, il faut des équipements qui permettent de forer le puits en conséquence, donc peut-être aller à l'horizontale sur des centaines de mètres, etc. etc. Là, ce n'est pas le cas.
Tu prends une unité de capture du carbone, tu arrives quelque part, tu mets la prise, tu l'allumes, elle capte. Et donc, tu as du carbone. Du carbone qui est de la matière première valorisable, avec laquelle on peut faire tout un tas de matières. Donc, c'est quelque chose de très nouveau dans l'histoire. Alors, évidemment, aujourd'hui, alors c'est un peu plus compliqué que ce que je dis, hein, c'est pas, je simplifie à l'extrême, mais je montre que, je veux dire, imagine que tu trouves 1 million de litres, 1 million de litres de pétrole dans ton sous-sol, sur ton île. Tu ne vas pas y mettre un puits, il n'y a personne qui va venir forer pour y mettre un puits, ou alors il faut qu'il soit à 10 mètres, quoi, je veux dire. Mais s'il faut forer 4500 mètres pour récupérer ce 1 million de litres de pétrole, il n'y a personne qui va le faire. Ça va coûter 6 fois plus cher que ce que ça va rapporter. Avec le carbone, ce n'est pas le cas. On a l'unité de carbone qui est proportionnelle à la taille de ce qu'on va récolter. Et on va le récolter chaque année. La réserve étant le volume de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est quelque chose qui est nouveau. Et donc ça fait qu'un pays comme le Niger va pouvoir avoir des usines de captage du carbone. Mieux, des pays comme le Niger ou le Mali, qui sont des déserts dans lesquels on ne peut pas faire grand-chose. On peut transformer le carbone en méthanol par de la photosynthèse artificielle. Au lieu de consommer de l'énergie pour capturer le carbone et le convertir, non, on peut avoir des champs de culture synthétique dans le désert qui va transformer directement le CO2 en un autre matériau par photosynthèse. C'est un moyen d'exploiter le désert. C'est mirobolant quand même. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Hein. Donc, on vit à une époque où tout le monde dit des choses, mais le fait est que 2% de la surface des terres émergées occupées par du photovoltaïque suffirait à fournir l'intégralité de l'énergie consommée par l'humanité aujourd'hui. 2%. Quand on sait que le Sahara, c'est 5 millions de kilomètres carrés, enfin, non, la Libye, pardon. La Libye, c'est 5 millions de kilomètres carrés vide, c'est du vide, c'est du sable à perte de vue. Eh bien, sur un petit carré, on met du photovoltaïque qui va alimenter, qui va représenter le quart de la consommation de l'énergie de l'Europe. Sur un petit carré, on met de la photosynthèse artificielle qui va fournir la moitié du carburant pour l'Europe. On en est là. Donc, je veux dire, c'est énorme. Ça paraît être des densités extrêmement faibles, mais en réalité, sur des surfaces gigantesques, c'est colossal. Quelqu'un me disait un jour, si on pouvait inventer une peinture photovoltaïque qui a un rendement ridicule, un rendement de 1,5%, mais elle ne coûte rien, on fait les tracés sur les routes avec cette peinture, ben, sur la surface que ça représente, tous ces tracés, même si on a 1,5% de rendement, eh bien, en France, on remplace une centrale nucléaire avec ça. Donc, c'est ça la clé des choses. Donc, il faut envisager cette systémique qui est très différente parce on part de ce qu'on avait aujourd'hui, qui est quelque part une centralisation, aussi bien pour le pétrole que pour la production d'énergie. On est parti du principe pour l'énergie de Edison. Edison, quand il a imposé sa vision de l'électricité, il a créé des centrales par quartier. On avait des centrales, puis ça allait pas loin, puisque c'était du courant continu à l'époque. Et donc, il fallait beaucoup de centrales, mais c'était des centrales par quartier. Il n'y avait pas de foisonnement. C'était vraiment, on avait déjà ce principe de cette centrale. Puis, avec le temps, la technologie a évolué. On était capable de faire des grosses centrales. On a fait des gros barrages hydroélectriques. On a fait des centrales nucléaires qui ont injecté des gigawatts. On avait des centrales. Avec les énergies renouvelables, on a une foultitude de petits producteurs, une petite centrale houlomotrice, une petite hydrolienne, une éolienne, une éolienne, une éolienne, une éolienne, une éolienne, une éolienne, une éolienne. Ici, un petit producteur photovoltaïque qui a 25 mètres carrés sur son toit. C'est quelque chose qui est nouveau. Et c'est la même chose avec le carbone. On part vers un système qui, au lieu d'avoir une concentration industrielle d'énormes unités de production, on va avoir un système industriel de mini-unités de production partout sur le monde, qui sont réparties partout sur le monde. Ici, on capture du carbone, là, on fait tourner une éolienne. Ici, on a une turbine sur une chute d'eau. Là, on transforme le CO2 en méthanol. Et c'est chaque fois des petites unités, il y en aura partout. Au lieu d'avoir ces énormes usines comme on connaissait dans les années 50, où tout le village travaillait dans la même usine. Y compris également, on l'avait montré sur le toit des immeubles en utilisant les tours de refroidissement.
comme je Oui, vous en ben ai parlé un petit peu dans ça, la par exemple, c'est conférence. une possibilité. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Aujourd'hui, il est possible de capturer le carbone. Le système Climeworks, il serait parfaitement adaptable. Pourquoi installer un système qui va pomper l'air dans l'atmosphère alors qu'il y a déjà des gigantesques tours de refroidissement sur les immeubles avec des énormes ventilateurs? Il suffit d'ajouter dans la tour la couche de captage du carbone. Comme ça, on consomme la même quantité d'énergie pour capter le carbone. Puis bon, ben après, il faut de l'énergie pour l'extraire de ces plaques. Mais on n'a pas besoin d'ajouter des unités. Et ces tours de ventilation, mais il y en a des millions hein, sur le monde. Je ne sais pas combien, mais c'est des dizaines de millions. Hein. Chaque building qu'on voit partout, hein, que ce soit à Dubaï, à New York ou à Paris, un building, à la tour Montparnasse, il y en a trois. Il y a trois grosses tours de ventilation. Dessus, on pourrait mettre des filtres à carbone. Donc, les filtres à carbone, c'est un système contenant du solvant sur lequel le carbone va se dissoudre dedans, puis après on évapore le solvant et donc il reste le carbone. Alors, ça nécessite un peu d'énergie, bien sûr, mais moins que d'avoir des énormes ventilateurs qu'on ajoute alors qu'ils existent. Et donc, c'est toutes des possibilités qui émergent au quotidien et dont on en apprend tous les jours, hein, parce que la créativité humaine n'a pas de limite. Hein. Oui, et également, ce qu'on n'a pas encore mentionné, c'est toutes les possibilités offertes par la nature. Hein. On a publié là, cette semaine un document sur la potentialité des algues. Euh, le fait de cultiver des algues de manière massive va rendre possible le fait d'atteindre l'échelle de la gigatonne. Euh, il y a déjà des entreprises qui travaillent dessus. On a bien sûr la reforestation, etc., etc. Il y a le carbone bleu, hein, j'en avais parlé également. Donc il ne faut pas oublier bien sûr la nature. Et donc c'est un mix entre la nature et la connaissance et la technologie humaine qui fonctionne de manière systémique. Et la culture des algues, c'est une technologie. Ça implique d'inventer des Oui, machines marines capables de moissonner. Ça implique d'inventer des processus industriels capables de les transformer. Mais donc, ça fait que les algues ont la particularité, suivant la variété, de capter 6 à 8 fois plus de carbone que les plantes terrestres. C'est assez énorme. Les arbres, malheureusement, tout le monde en parle, ils sont incontournables. On est obligé de reforester pour des tas de raisons, parce que les arbres génèrent de la fraîcheur, parce qu'ils filtrent l'atmosphère des microparticules. Hein, par leur transpiration, leurs feuilles sont humides et donc les particules se collent dessus. Quand il pleut, ça lave les feuilles, ces microparticules tombent au sol, donc grâce aux arbres, on a un air plus pur. C'est pour ça que quand on va en forêt, on a l'impression d'avoir un air pur. C'est pas parce qu'il y a plus d'oxygène, c'est parce qu'il y a moins de microparticules dedans. Parce que les arbres les ont filtrés. C'est un filtre. Et ils mettent la nature, les espèces inférieures à l'ombre, leur permettant de pousser. Ça met la terre à l'ombre, de sorte qu'il y a moins d'évaporation. Avec leurs racines profondes qui vont loin, ils favorisent les flux capillaires hydriques qui permettent de remonter l'eau pour aller alimenter les espèces inférieures. Donc ça veut dire on désertifie avec la déforestation. Donc on a besoin, malheureusement, pour capturer le carbone, c'est très inefficace, quoi qu'on en dise. Mais ce très inefficace, on parle quand même de sommes de volumes colossaux. Donc si on plante 1000 milliards d'arbres, comme certains en parlent, je veux dire, on finit quand même par arriver à des chiffres qui deviennent réalistes. Et donc il faut le faire. Et donc, ça fait que d'un côté, on reforeste, de l'autre, on cultive des algues. Ici, on capture le carbone par des moyens mécaniques ou par des moyens chimiques ou des moyens biologiques, la biolyse, hein, les bactéries qui le convertissent, par photosynthèse artificielle, etc. Il existe aujourd'hui, là, dernièrement, je ne sais plus si c'est au MIT, c'est peut-être à Harvard, il a été développé une membrane qui permet d'extraire le carbone par osmose inverse. Donc, ça veut dire, tout comme on peut dessaler l'eau en la forçant au travers d'une membrane, et donc le sel reste d'un côté et l'eau passe de l'autre, eh ben, on peut faire la même chose avec le carbone. Donc, tout ce qu'il faut, c'est l'énergie pour pousser l'air à travers cette membrane. Et le carbone, lui, reste du côté de la membrane, donc il est facile à collecter. On économise de l'énergie sur la collecte du carbone qu'on a capté. Et donc, c'est toutes des technologies qui évoluent extrêmement vite. Et tout ça mis ensemble,
on remplace les transports qui émettent moins. On permet de remplacer une partie de l'alimentation de sorte qu'on soulage l'agriculture qui émet moins. On abolit l'élevage industriel qui est à lui seul responsable directement de 18% des émissions de CO2 mondiales. On considère, là dernièrement il y a une étude qui a été passée qui prend en compte aussi tous les effets systémiques de l'élevage industriel, donc ça veut dire l'abattage industriel, etc. qu'il y a derrière. Et en fait, l'élevage industriel est responsable de 30% des émissions mondiales. Tout ça pour produire de la viande dégueulasse. C'est donc des animaux qui ont des conditions de vie immondes. On massacre l'environnement, on déboise l'Amazonie pour produire du soja, pour nourrir ces pauvres bêtes qui sont tassées dans des usines qu'on va ensuite massacrer dans des abattoirs pour produire de la merde. Et ça représente 30% des émissions mondiales. Donc, tout ça, il faut y mettre fin. Donc, on va mettre fin à tout ça puisqu'on va avoir la nourriture qui va nous permettre de le remplacer. Donc, l'argument, oui, il faut bien nourrir le monde, tombe. Il passe à la trappe. Oui, on va nourrir le monde. L'agriculture va devenir moins émettrice. Donc, l'agriculture, je parle des cultures, elle va occuper moins de surface. Donc, on pourra peut-être reforester l'Amazonie. Hein. Elle va occuper moins de surface, elle va produire de la meilleure qualité avec des machines qui émettent moins de CO2, elle va moins consommer de pétrole. Moi, je vis au milieu de la nature. Il y a essentiellement des champs de maïs autour de chez moi. Chaque année, quand ils préparent les sols, ils implantent des citernes localement. Il y a des points de ravitaillement de plusieurs milliers de litres parce que les tracteurs, ils passent leur journée à venir faire le plein. Hein. C'est-à-dire que un tracteur consomme 150, 200, 300 litres par jour. Le gars, il a son énorme charrue derrière, il vient, il refait le plein, il va labourer, ça fait de la grosse fumée noire. Il revient, il refait le plein. Et tout ça, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, ça fout en l'air le sol. Donc, on pollue, on détruit le sol. C'est abominable. Et la construction elle-même du tracteur et son transport est une énorme pollution. Alors, si on supprime tout ça, si à la place, on a un petit tracteur qui pèse le quart du poids, qui est électrique, qui ne pollue plus, qui se recharge sur une borne solaire qui est installée à la ferme ou éventuellement mobile. Je veux dire, quand on travaille les champs, on amène cette unité mobile et on recharge notre petit tracteur électrique. Ça fait que systémiquement, on a tout ça qui se dégonfle. On dégonfle le soufflet de l'industrie du XXe siècle. Parce que c'est ça, cette industrie implique des nécessités qui font que, et tout ça, on peut le dégonfler. Le fait de toucher à chacun des paramètres fait que toute une série de paramètres disparaissent avec lui parce qu'ils ne sont plus utiles. Ça implique juste une seule chose, une seule clé qu'il faut comprendre, c'est que le CO2, ce n'est pas une industrie qu'on va créer pour sauver le monde, c'est une industrie qu'on va créer pour remplacer le pétrole. Parce que le pétrole n'a aucune utilité particulière. Il ne sert que parce que l'on s'en sert. Il n'y a rien que l'on ne sache faire sans lui en mieux et plus écologique, et éventuellement de meilleure qualité et éventuellement même moins cher. Donc, le pétrole n'a aucune utilité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans les esprits. Ce n'est pas compris. Et quand je le dis, je reçois les mêmes colibets, les mêmes remarques que celles que j'avais en 2011, quand je disais le CO2, c'est le pétrole du XXIe siècle, et puis que j'affirmais qu'on pouvait le capter, puis en faire de la matière première, que c'était une matière première valorisable. J'ai aujourd'hui les mêmes colibets, mais dans 5 ans, tout le monde acceptera cette idée que le pétrole n'a... Un jour, moi je m'attends à, je sais pas moi, ça peut être dans 2 mois ou dans 1 an, dans 2 ans, tout d'un coup un article dans l'Express ou dans la Croix, pétrole. Et si finalement on avait exagéré son utilité, voilà, je m'attends à un titre du genre, quoi. Ça va arriver, ça arrivera. Je ne sais pas quand, mais ça arrivera. C'est sûr et certain. Jeremy Rifkin disait que d'ici la fin que l'énergie serait illimitée, propre et gratuite. Alors évidemment, quand on dit ça, ça fait rire, parce qu'on nous dit ouais, tes éoliennes ou tes panneaux solaires, il faut quand même bien les payer. Hein. Voilà. Oui, mais gratuite, c'est pas comme ça que ça marche. Imaginons, tu es chez toi, tu as un compteur électrique qui appartient à une coopérative de laquelle tu es membre, qui possède des équipements de production d'énergie renouvelable. Et donc, ces équipements d'énergie renouvelable, ils te vendent l'électricité.
puis ils la vendent aussi sur le réseau. Et puis chaque année, il y a la réunion des actionnaires et on se partage les dividendes. Si tu as été économe, eh ben, tu fais du bénéfice parce que tes dividendes représentent plus que ce que tu as consommé. Si tu as consommé exactement l'équivalent de tes dividendes, eh bien, tu as fait zéro bénéfice, l'énergie est gratuite. Et puis, si tu as été un peu gourmand, ben, tu ne payes que ça ne t'a coûté que la différence entre les dividendes que tu as encaissés et la facture qu'on t'a présentée. Donc, ça fait que l'énergie est gratuite, c'est ça. C'est pas le fait que, voilà, elle est là, elle tombe du ciel et on se branche, c'est gratuit. Non, c'est que les structures qui sont derrière le permettent. On a déjà cet exemple de l'immeuble à Strasbourg qui aujourd'hui qui est positif en énergie. Et donc, les habitants qui vivent dans cet immeuble n'ont pas de facture énergétique. Ils n'en ont pas parce que l'immeuble, ils vivent dans cet immeuble, ils ont un petit loyer parce que l'immeuble est rentable même sans habitants, parce qu'il produit de l'énergie. Et donc, en vendant cette énergie vient défalquer sur le coût de l'habitation dans l'immeuble, et donc les gens ne payent pas d'énergie du tout. Elle est gratuite. Il y a des projets qui sont à l'étude, c'est déjà chiffré. Il y a cet immeuble à Strasbourg, il existe, il y en aura 16 en Europe avant 2040. Donc ça veut dire que ça démarre. Et il y a d'autres projets. Il y en a qui font des immeubles forêts, il y en a qui font des fermes verticales. Une ferme verticale, elle capte du CO2, elle le capte directement dans la ville. Il faut comprendre que d'avoir une ferme verticale, il y en a qui critiquent, mais une salade, honnêtement, la salade, c'est l'exemple type. Cultiver de la salade dans des champs, en plein champ, c'est du gaspillage de surface. En plus, elle est exposée aux escargots, aux limaces, donc il faut traiter pour la protéger parce que sinon elle est pleine de trous. Et ça, alors que c'est de l'herbe. Ça pousse comme du chien nain, pour dire. Hein, voilà, c'est vraiment de l'herbe. Alors que si on cultive la salade dans une ferme verticale, il lui faut juste quelques petites LED qu'il éclaire. Elle va pousser très bien. On a de la salade fraîche tous les matins. Donc, ça veut dire à 5 heures du matin, on récolte la salade. À 7 heures, on la met dans les rayonnages. À 8h30, quand le magasin ouvre, la salade, il y a 2 heures avant, elle respirait encore. Voilà. Plus frais, on ne peut pas. Et celui qui vient me dire, oui, mais c'est de la merde. Je parie qu'avec un bandeau sur les yeux, à l'aveugle, il ne ferait aucune différence. Une tomate qui a été poussée, qui a été forcée, qui a été engraissée, et puis une tomate qui est bien naturelle du jardin, qui a poussé lentement, qui a bien pris le soleil, oui, pas de problème. Je ne discute pas, la différence, elle est flagrante. Sur une salade, il n'y a pas de différence. C'est de l'herbe. Elle est verte, la même chose, elle a le même goût, la même consistance, elle est pareille. C'est de la salade. Mais on a libéré des champs. Et on a économisé 90% de l'énergie et 80% d'eau. Parce que l'eau qui sert à l'alimenter, eh bien, elle circule en circuit fermé. C'est une bruine qui lui tombe dessus, qui l'arrose, puis qui se condense, puis qui coule, puis qui retombe. Et donc, il y a un circuit fermé qui se fait, on ajoute juste l'eau qui s'est évaporée, c'est tout. Et donc, on consomme quasiment rien. Alors qu'en plein champ, il faut arroser, il faut mettre des sprinklers, il faut sarcler avec des tracteurs, etc., etc. Donc, il faut imaginer, rien que le fait d'avoir une ferme verticale qui va faire pousser en rayonnage des salades. Une salade, c'est grand comme ça, hein, ça fait 25-30 cm de haut. On a 50 cm entre les rayons. Tous les 50 cm, on a des salades. Ça fait qu'on arrive à des densités de production qui sont 4000 fois supérieures à l'hectare qu'en plein champ. Et ça, il n'y a pas besoin de pesticides parce qu'il n'y a pas d'escargot, il n'y a pas de limaces, il n'y a rien du tout. On consomme absolument rien. Tout ça, c'est automatisable. Donc, ça veut dire un robot peut passer, il tombe en rayonnage, il prend la salade, il la met en sachet, ça tombe dans un machin. Voilà, on a juste à prendre les cagettes et puis aller les livrer. Et encore, même ça peut être automatique avec des drones. Hein. Et donc, ça fait qu'on a de la salade fraîche et on a libéré des champs. Ça fait des quantités et des quantités de carbone en moins, alors qu'en plus, la salade a consommé du carbone pour pousser dans la ville. Parce que c'est la même chose quand nous, on mange de la salade, de la protéine végétale. On fait la même chose qu'un bœuf qui paie dans son pré. On transforme en protéines du carbone. Finalement, de manger de l'herbe, c'est ça. L'herbe, elle a consommé du carbone,
En consommant cette herbe, on permet à l'herbe de repousser, et nous, on en fait de la protéine qui nous fait vivre. C'est notre alimentation. Et donc, ça fait que nous, on est une machine à capturer le carbone. L'humain, il capture du carbone, il en émet pas. En nous nourrissant de l'herbe, avec des végétaux, on résorbe le carbone. Et donc, il faut imaginer les conséquences systémiques du fait d'avoir une ferme verticale. Et donc, on est dans la capture carbone, en plein dedans. Et ça, c'est en train. Il y en a partout qui apparaissent. Et le fait de faire ça libère des surfaces dans les champs pour produire quelque chose de plus complexe, comme la tomate, par exemple, ou des haricots. Le haricot, c'est plus difficile de le faire pousser. Il y a peu d'intérêt à faire pousser des haricots dans des fermes verticales. Le haricot tarbais, il fait, je sais pas, 1,50 m, 1,80 m de haut. Ça prend trop de place dans un parking souterrain. Alors, on le cultive en plein champ. La tomate, elle fait 1,20 m, 1,30 m. Elle a besoin de soleil pour être bonne. On la cultive en plein champ. La salade, on la met sur rayonnage. Puis quand je dis la salade, c'est pas seulement la rucola. Hein. C'est la frisée, c'est le rampon, c'est la doucette. C'est le persil, la ciboulette, le thym, le romarin, l'origan, toutes ces herbes. Tout ça, ça pousse très bien sur rayonnage. Ça demande juste un petit peu de lumière LED, quelques watts. Ça ne consomme absolument rien, bien moins que les machines nécessaires dans les champs. Et un petit peu d'eau, un tout petit peu d'eau, 80% de moins qu'en plein champ. Et en plus, on capture le carbone à l'intérieur des villes. C'est phénoménal quand même.